Alors mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour poursuivre avec vous l'étude des lois de la cuisson, des halachot bishul en hébreu. La fois précédente, on a bien explicité la halacha du kli rishon, de l'ustensile premier, du keli sheni, de l'ustensile second, et du keli shlishi, du troisième ustensile. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit l'autre jour, imaginez que je prenne une pomme de terre, que je la retire de la casserole qui se trouve sur le feu et que je la pose dans une assiette. Comment on considère cette pomme de terre qui à présent se trouve dans cette assiette? Vous allez me dire, ça s'appelle kli sheni, c'est un ustensile second. Et si ensuite j'ai envie de mettre dessus par exemple des épices, ce sera autorisé, aussi bien d'après les Sfaradim que d'après les Ashkenazim, vu que les épices on est sûr que ça ne fait pas partie du cadre de kalé à bishul, des choses qui se cuisent très facilement. Et donc, on considère que ce qui se trouve dans un ustensile second, dans un kli sheni, ne cuit pas. Et donc, ça sera autorisé. Il faut savoir qu'il y a un des grands décisionnaires qui s'appelait le Maharshal, qui dit un chidouche qu'on peut réussir très facilement à comprendre. Il dit tout ce qu'on considère que lorsqu'on a pris un liquide, par exemple, qui se trouvait dans un kli rishon, et qu'on l'a transvasé dans un kli sheni, tout ce qui fait qu'à ce moment-là, ce liquide-là ne peut plus cuire, c'est parce qu'il s'est refroidi. En contact avec les parois, il s'est complètement refroidi, ou un petit peu refroidi. En tous les cas, il n'a plus la capacité de cuire. Par contre, dit le Maharshal, si je prends une pomme de terre, par exemple, une pomme de terre, c'est ce qu'on appelle en hébreu gouche. Ça veut dire c'est une entité qui va rester entité. La pomme de terre, elle ne va pas commencer à se déverser et à rejoindre complètement toutes les parois. Elle va rester là où elle est. Il y a énormément de chaleur qui va être concentrée à l'intérieur de cette pomme de terre. Comme on voit par exemple quand on prend des œufs. Des œufs qu'on vient de faire bouillir, on a envie de les refroidir. On les met sous l'eau pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et on voit que malgré tout, il y a une certaine chaleur intérieure qui reste. Dit le Maharshal, dans la mesure où je prends cette pomme de terre ou cet œuf et que je le mets dans un ustensile second, même si ensuite je le retire et que je le mets dans un troisième ustensile, peu importe. Ça reste toujours kli rishon. Son statut, ça a toujours le statut d'un premier ustensile. Et donc, on n'a rien le droit de mettre dessus. Étant donné qu'on a déjà expliqué qu'un kli rishon, tout ce qui se trouve dedans, tant que la température est à yad solé d'etbo, qu'elle est à plus que 45 degrés, ça peut cuire et donc c'est interdit. Il y a beaucoup de décisionnaires malgré tout qui n'ont pas accepté cette idée-là du Maharshal. Le Rama par exemple, Rabbi Moshe Isserles, le Rav des Ashkenazim, n'est pas d'accord avec ça. Et en pratique, concernant les halachot Shabbat, beaucoup de décisionnaires disent que ce n'est pas la peine de tenir compte de cette opinion. Telle est l'opinion par exemple du Rav Ovadia Yosef, qui dit que non, même si j'ai pris une pomme de terre, que j'ai pris un œuf, que j'ai pris du riz, que j'ai pris un poisson, peu importe quoi, même si c'est quelque chose de gouche, dès lors que je l'ai mis dans un ustensile second, on peut considérer ça comme étant un second ustensile. Ceux qui veulent se montrer plus rigoureux, c'est sûr que c'est l'idéal dans la mesure du possible. Ça, c'était concernant d'avoir gouche, quelque chose qui forme une entité et dans laquelle la chaleur est contenue. Maintenant, je vous pose une question, mes chers amis. Lorsqu'on va venir et qu'on va essayer de décider, de déterminer si la soupe que je vais servir dans mon assiette, on considère qu'elle va devenir keli, sheni ou pas, a priori, on peut se poser une question. Généralement, on n'est pas chez les Zoulous. Et quand on sert de la soupe, Shabbat par exemple, à table, on sert un pot-au-feu. On ne va pas prendre la casserole qui était sur le feu directement et verser comme ça. On est civilisé. Donc de quoi on se sert? D'une louche. Donc je prends ma louche, je la mets à l'intérieur du kli rishon, et ensuite je verse la soupe qui est contenue dans la louche dans une assiette creuse à soupe. Comment je considère la louche? Est-ce que je considère que la louche, elle est devenue elle-même un ustensile second? Oui, le premier ustensile c'était la casserole. J'ai introduit à l'intérieur ma louche, j'ai récupéré un liquide. Le liquide, ça y est, désormais, il est devenu kli sheni. Et donc, au moment où je vais servir cette soupe dans mon assiette, ça va devenir kli shlishi. Est-ce que je considère comme ça? Ou est-ce que je dis non,
étant donné que j'ai introduit la louche dans un kli rishon, eh ben, je considère que la soupe qui est dans la louche, c'est aussi comme si c'était kli rishon. Vous comprenez la problématique? Lorsque je prends un liquide d'un kli rishon, que je le verse à l'air et que ça rejoint une assiette, alors là, bien sûr que la soupe va avoir le temps de se refroidir et quand elle va passer dans l'air, ensuite elle va rejoindre les parois. Les parois, elles étaient froides, donc ça va se refroidir. Mais quand je prends la louche elle-même et que je la introduis à l'intérieur d'un ustensile bouillant, peut-être que je ne considérerai pas cette louche comme étant un ustensile second. Et puisque vous avez bien écouté le cours de la dernière fois, vous savez bien qu'il y a d'énormes différences entre le fait que la louche soit kli rishon ou qu'elle est kli sheni. Si je considère que ma louche c'est un kli rishon, si je verse de la soupe directement sur un aliment qui se trouvait déjà dans l'assiette, ça s'appelle irouï mi kli rishon et c'est interdit. Or comment on considère cette chose-là? En pratique, ce problème concerne aussi les problèmes des mélanges. Là-bas aussi, il y a un certain nombre d'incidences pratiques quant à savoir si jamais la louche c'est considéré comme étant un kli rishon ou comme étant un kli sheni. Et c'est l'objet d'une grande discussion entre le Taz et le Maharil, deux grands décisionnaires. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez que je prenne la louche et que je la laisse pendant 10 minutes dans le kli rishon. Là, vous êtes d'accord avec moi que c'est certain que cette louche elle est devenue kli rishon. Pourquoi? J'ai mis la louche à l'intérieur, la soupe était bouillante, et j'ai laissé la louche dedans avec la soupe qui est dedans pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors là, c'est évident que la louche elle-même, ses parois sont devenues bouillantes, en contact avec la soupe qui se trouvait dans le kli rishon. Et donc là, il n'y a aucune question. Là, tout le monde s'accordera à dire que lorsque il y a de la soupe qui se trouve dans cette louche, la soupe qui est dans cette louche est considérée comme une soupe qui se trouve dans un kli rishon, et là, évidemment, il n'y a aucune question. La question qui va se poser, c'est lorsque je prends la louche, je la laisse pendant 3-4 secondes, le temps que je prenne ma soupe, elle n'a pas le temps tellement dans cet ustensile-là de se réchauffer beaucoup, ses parois n'ont pas le temps de se réchauffer beaucoup. Comment je considère cette chose-là? Alors en pratique, l'opinion du Chazon Ish, telle est la coutume de pas mal d'Ashkenazim, telle est l'opinion aussi du Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est de dire que tout dépend. Si jamais la soupe se trouve encore sur la source de chaleur, si la soupe, c'est pas simplement qu'elle était dans un ustensile premier, dans un kli rishon, mais qui a été retirée du feu, si elle est encore sur le feu, elle est encore sur la plata de Shabbat, elle est encore sur la plaque métallique, elle est encore sur le feu. Je viens me servir de cette soupe. Alors là, dit le Chazon Ish, dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, je considère la louche comme étant un kli rishon, bien que je ne l'ai laissé que quelques instants à l'intérieur de la soupe. Et donc, lorsque je vais verser de cette louche dans une assiette, l'assiette s'appellera non pas kli shlishi, un troisième ustensile, mais kli sheni, un ustensile second, avec toutes les halachot qui vont en découler. Si vous voulez, on donnera un exemple dans quelques instants. L'opinion du Rav Ovadia Yosef diffère un petit peu, et le Rav Ovadia Yosef prétend que... Attendez, j'ai pas fini, excusez-moi. Par contre, si jamais la louche n'était pas sur le feu, je continue avec le Chazon Ish et le Rav Ben Sion Abba Shaul. Si la soupe n'était pas sur le feu, elle était encore dans la casserole de départ, mais je l'ai retirée du feu, et que je me sers avec ma louche lorsque la soupe n'est plus sur le feu, là, dit le Rav Abba Shaul, dit le Chazon Ish, je considère la louche comme étant un kli sheni, et je considérerai donc la soupe qui se trouvera ensuite dans l'assiette comme étant un kli shlishi. Telle est l'opinion du Chazon Ish, telle est l'opinion du Rav Ben Sion Abba Shaul. Il me semble important de préciser que d'après l'opinion du Chafetz Chaim, et il y a énormément d'Ashkenazim qui suivent l'opinion du Chafetz Chaim, on considère la louche, bien qu'on ne la laissé que quelques instants dans le kli rishon, dans la casserole, on considère cela comme étant un kli rishon. Et donc lorsque je vais prendre cette louche, je n'aurai pas le droit de mettre dedans quoi que ce soit. Une fois que j'aurai versé de cette louche dans une assiette à soupe, on considérera le contenu, ce qui va se trouver dans cette assiette, comme étant non pas kli shlishi, mais comme étant kli sheni. Simplement, dans ce cas précis, le même Chafetz Chaim va dire que malgré tout, on peut mettre du pain à l'intérieur. Étant donné que ce n'est pas du tout évident de savoir est-ce qu'il
il y a bichoul achar afia ou il y a afia achar bichoul, c'est pas du tout évident. Donc, de prendre du pain et de le mettre directement dans cette louche, sûrement pas, parce que cette louche, je la considère comme étant kli rishon. Mais une fois que j'ai pris de cette louche et que j'ai versé dans une assiette, où là il y a déjà des décisionnaires qui disent que la louche, on aurait dû la considérer comme étant kli sheni. Et il y a des décisionnaires qui disent qu'il n'y a pas de problème de cuire du pain à nouveau une fois qu'il a déjà été cuit, même si je le cuis avec de l'eau. Alors là, le Chafetz Chaim lui-même se montre beaucoup moins rigoureux et dit que dans la louche elle-même, j'ai sûrement pas le droit de mettre de pain ni rien du tout, parce que la louche, je la considère comme étant kli rishon. Qu'elle soit sur le feu ou qu'elle soit pas sur le feu. Par contre, une fois que j'ai versé de cette louche dans une assiette vide, et que je souhaite mettre dans cette assiette vide, si j'avais envie de mettre dans cette assiette vide, par exemple, des petits poissons, bien sûr que j'aurais pas le droit. Cette assiette vide, je la considère, d'après le Chafetz Chaim, comme kli sheni. Si je voulais mettre dedans un œuf de poule, bien sûr que j'aurais pas le droit. Si par contre je veux mettre dedans du pain, étant donné que dans le pain il y a pas mal de doutes, comme on l'a expliqué, alors là, effectivement, c'est permis. Le Rav Ovadia n'est pas d'accord avec ça, et il se dit qu'on peut se montrer plus indulgent. Et peu importe si la soupe se trouve encore sur la plata, ou qu'elle ait déjà été retirée de cette plata, je considère ma louche comme étant un kli sheni. Alors bien sûr, on a déjà dit tout à l'heure, si je laisse la louche pendant un long moment dans la soupe, là c'est sûr que la louche elle-même va devenir kli rishon. Mais si je la laisse simplement quelques instants, là il n'y a rigoureusement aucun problème. Je considère la louche comme étant un kli sheni, et je considère donc ce qui va se trouver ensuite dans l'assiette, une fois que j'aurai versé de la louche à l'assiette, comme étant un kli shlishi. Voilà, donc ça j'espère que c'est bien clair. Si on veut prendre un exemple pratique, ça nous fera d'ailleurs une révision du cours de la dernière fois. Imaginez que dans mon assiette, l'assiette dans laquelle je vais mettre ma soupe, je souhaite mettre des oignons. Je prends des petits oignons qui ont déjà été coupés avant Shabbat par exemple, et je mets ces oignons crus dans mon assiette. Comme ça, je mangerai une soupe avec un petit peu d'oignon à l'intérieur. À l'époque, il y en a qui faisaient ça. Et la question que je me pose, les oignons sont crus. Est-ce que j'ai le droit de verser de l'eau, de la soupe, depuis ma louche, directement sur ces oignons? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors venez, on réfléchit. D'après le Chazon Ish et le Rav Abba Shaul, si jamais la soupe se trouvait encore sur le feu, sur la plata, au moment où je me suis servi avec la louche. Donc je considère que ce qui est dans la louche, ça s'appelle kli rishon. Et je considère que lorsque je vais verser de la louche sur ces oignons, c'est comme si c'était un hirouille mi kli rishon. Or, on avait dit la semaine dernière qu'un hirouille de kli rishon, ça cuit. Certes, qu'une klipa, que la pellicule de ces oignons, mais peu importe, Shabbat, on n'a pas le droit de cuire. Donc ce sera interdit. Si par contre la soupe n'était pas sur le feu, diront le Chazon Ish et le Rav Abba Shaul que la louche, je la considère comme étant déjà elle-même un kli sheni. Dès lors que la louche est un kli sheni, j'ai tout à fait le droit de verser de l'eau bouillante de ce kli sheni sur les oignons. D'après le Rav Ovadia Yosef, dans tous les cas, que la soupe se trouve sur le feu ou pas, je considère la louche, dans la mesure où elle n'est pas restée longtemps dans la casserole, comme étant un kli sheni, et donc verser du kli sheni, faire un hirouille de kli sheni sur les oignons, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette idée-là est bien claire. Et puis, on va pouvoir à présent continuer un petit peu. Nous connaissons le principe que en bichoul achar bichoul. Ça veut dire que lorsqu'un aliment a déjà été cuit, qu'il est déjà arrivé vraiment à la cuisson maximale, ensuite il n'y a plus d'interdiction de le cuire à nouveau. Si par exemple j'ai une dafina qui a déjà été complètement cuite, ça y est, elle est cuite. Et que maintenant je la cuis à nouveau, j'ai pas d'interdiction de bichoul, parce que c'est déjà cuit. Je peux rien rajouter, c'est déjà cuit. Et même si ça rajoute un petit peu, ça rend la viande encore un petit peu plus sèche ou quoi, peu importe. Dès lors que c'était complètement consommable, que c'était ce qu'on appelle en hébreu mevushal kol tzorko, bien cuit, il n'y a plus rien à rajouter dans la cuisson. Et donc, ce principe s'appelle en bichoul achar bichoul. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard, lorsqu'on étudiera les lois de la plata, c'est pour ça que de prendre par exemple du riz et de le mettre sur la plata dans certaines conditions qu'on verra, il n'y a pas de problème, si le riz était déjà cuit. Ah mais pourquoi? Pourtant maintenant je vais le réchauffer. Oui, réchauffer, c'est pas interdit. Une chose qui est déjà complètement cuite, on ne peut plus la cuire à nouveau. Et donc même si je réchauffe ensuite, peu m'importe. Maintenant il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a une question qui se pose.
S'il est vrai que concernant les choses qui se trouvent à l'état solide, on considère que en bishul achar bishul, une fois que la cuisson a déjà été faite, il n'y a plus d'interdiction de cuire à nouveau puisque on ne va rien rajouter en cuisant à nouveau. Il y a une question qui va se poser concernant le liquide. Prenons l'exemple le plus banal de l'eau. L'eau, je l'ai fait parvenir à ébullition avant Shabbat par exemple. D'accord? Donc ça y est, elle était cuite. Si on parle de cuisson de l'eau, l'eau était déjà cuite. Ensuite, l'eau s'est refroidie. Est-ce que maintenant, je vais dire, c'est fini? Dès lors que cette eau a déjà été cuite, on a un principe en bishul achar bishul, la cuisson a déjà été faite, maintenant même si je la réchauffe à nouveau, que je la refais à nouveau parvenir à ébullition, eh bien, il n'y a plus de cuisson, ça y est, l'eau a déjà été cuite. Ou pour une soupe par exemple, une soupe que j'ai déjà cuite, elle s'est refroidie et je viens la cuire à nouveau, la réchauffer à nouveau. Est-ce que je considère que dès lors que ça a déjà été cuit, au moment où je vais réchauffer à nouveau, je ne vais rien apporter de neuf? Ou est-ce qu'on va dire que non? Quelle est ici la problématique? C'est que concernant par exemple un aliment solide, un morceau de viande, la viande au début était crue, elle n'était pas consommable. Je l'ai cuite, je l'ai rendue consommable. Une fois qu'elle est consommable, une fois qu'elle est cuite, une fois qu'elle est devenue tendre, ça y est, elle est cuite. Or c'est vrai que si elle s'est refroidie et que je la réchauffe, ça sera meilleur parce que je préfère manger une viande chaude qu'une viande froide. Mais peu importe, dans la viande elle-même, il n'y aura aucun effet nouveau qui sera conféré. Par contre, dans l'eau, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi une eau cuite? Une eau cuite, ça veut rien dire. Une eau cuite, ça veut dire une eau qui est très chaude. Dans la mesure où l'eau, elle s'est refroidie et que je la réchauffe à nouveau, eh bien sûr que je cuis à nouveau. Ou d'autre part, on peut dire que non. Elle a déjà été cuite, elle est déjà arrivée à ébullition, les microbes ont déjà été complètement brûlés, et donc voilà, j'ai déjà cuit mon eau. En pratique, c'est l'objet d'une discussion entre nos grands décisionnaires séfarades, à leur tête le Shulchan Aruch, et entre les grands décisionnaires ashkénazes, ainsi que l'écrit le Rama. D'après le Shulchan Aruch, et telle est la coutume séfarade, on considère qu'il y a un problème de bishul achar bishul. Ça veut dire que concernant les choses qui sont liquides, dans la mesure où ça s'est refroidi, on n'a plus le droit de le réchauffer à nouveau. Pour prendre un exemple concret, j'avais un café qui était très chaud. Il était déjà cuit complètement, et ensuite il s'est refroidi. D'après les Sfaradim, j'ai plus le droit de le réchauffer. S'il s'est refroidi complètement, bien sûr que je n'aurai pas le droit de le réchauffer et de le faire parvenir à une chaleur de plus que 45 degrés. Mais même si jamais il ne s'est pas complètement refroidi, par exemple, il est arrivé maintenant à 40 degrés. Donc au début, il était, je sais pas moi, à 80 degrés, 70, peu importe. Maintenant, il est descendu en dessous du seuil de ce qu'on avait appelé l'autre fois la cuisson, c'est-à-dire Yad Solé Dedbo. Il est arrivé à moins que 45 degrés. Et maintenant, je souhaite le mettre à nouveau sur la plata, dans une casserole, je ne sais pas où, pour qu'il parvienne à nouveau à un petit peu plus que Yad Solé Dedbo, que 45 degrés. D'après l'opinion séfarade, c'est rigoureusement interdit. Pourquoi? Dès lors qu'il est en dessous de 45 degrés, ça s'appelle qu'il s'est refroidi. Et dès lors que je vais le faire arriver à nouveau à plus que 45 degrés, ça s'appelle que je le cuis à nouveau. Et ça, c'est complètement interdit. L'opinion ashkénaze diffère. Et l'opinion ashkénaze est que, dans la mesure où mon café ne s'est pas encore complètement refroidi, bien qu'il est déjà largement en dessous de 45 degrés, dès lors qu'il est encore buvable, on va dire, en tant que café, il est tiède. Eh ben, on considère que en bishul achar bishul, bien que c'est quelque chose de liquide, je peux à nouveau le chauffer pour qu'il arrive à plus que 45 degrés, à 80, à 90 degrés, autant que je veux. Pourquoi? Parce que même concernant les liquides, dès lors qu'un liquide a déjà été cuit avant Shabbat, il n'y a pas de problème de le réchauffer à nouveau, de le cuire à nouveau, tant qu'il ne s'est pas complètement refroidi. Donc d'après un ashkénaze, je pourrais prendre ce café et le réchauffer à nouveau. Voilà quel est le principe qu'on a appelé en bishul achar bishul. Voilà, la prochaine fois, Bezrat Hashem, mes chers amis, on continuera. Kol tov et à bientôt.